Bien, donc, rebonjour. Notre quatrième intervenante va nous rejoindre. Donc, on ouvre cette table ronde de cet après-midi sur la thématique solidarité, subsidiarité, justice sociale. Quelle application à l'échelle européenne? Et bien évidemment, beaucoup, je pense, et en tout cas dans le mot échelle, puisqu'il sera aussi beaucoup question de subsidiarité. Alors, pour en discuter, on aura donc quatre intervenants. Julien Baroche, qui est maître de conférence en droit public à l'INALCO, Ulrike Guéraud, qui est directrice de European Democracy Lab, Céline Spector, ma collègue professeure à l'UFR de philosophie de Paris-Sorbonne et également membre honoraire de l'Institut universitaire de France, ce qui me fait collègue deux fois, et Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe chez France 24 et qui, je dirais, travaille la question européenne depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc je pense qu'elle a d'une certaine manière pas mal de choses à nous raconter, quand bien même ce pourrait être sur un ton différent. Donc, chers collègues, je vous donne la parole. Cher Julien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs du colloque de m'avoir invité à prendre la parole ici sur ce thème si important de l'Europe et de la solidarité. Je vais essayer de reprendre le fil de ce qui a été plus ou moins dit ce matin à propos de la subsidiarité pour essayer de rappeler dans des termes qui ne sont pas techniques, je ne vais pas avoir une appréhension juridique, technique du principe de subsidiarité, mais pour essayer de montrer en quoi les ambivalences même de ce principe de subsidiarité permettent d'éclairer un grand nombre d'enjeux et de défis qui se présentent à ce qu'on peut communément appeler l'Europe sociale. Avec beaucoup de guillemets, si l'Europe sociale existe, vous verrez que j'ai certaines appréhensions peut-être un peu pessimiste sur la possibilité ou non d'une Europe sociale. Et pour traiter de ce thème, je vais retenir une interrogation volontairement polémique et une interrogation qui habille large, donc j'espère ne choquer aucune oreille, mais je voudrais me poser la question de savoir si l'Union européenne peut être autre chose qu'un marché. Je sous-titre cette intervention sur les ambivalences de la subsidiarité. Alors, d'abord, quelques mots de définition sur ce qu'on peut entendre par Europe sociale. Je vois deux aspects. Il y a tous les transferts redistributifs qui existent, et on a déjà insisté sur leur importance. On pourrait aussi insister sur le déficit qu'ils représentent en termes sociaux. Nous avons parlé ce matin du déficit démocratique. Jean-Louis Bourlange s'interrogeait sur la question de savoir si ce diagnostic était encore pertinent aujourd'hui. Je ne serai pas aussi catégorique que lui dans sa réponse et en suspendant mon jugement sur la question, je dirais qu'à tout le moins il existe un déficit social, même si je suis toujours, un peu gêné par la manière de labelliser les choses. Dès lors que l'on parle de déficit, il y a une manière très cynique finalement de prendre le problème, c'est aussi de raisonner non pas en termes de réduction des déficits, mais en termes de soutenabilité. Jusqu'à quel point peut-on aller dans cette Europe en n'opérant pas les transferts sociaux nécessaires? Je pense que c'est plus ou moins cette version cynique du déficit social qui est aujourd'hui en cours. Donc, premier aspect de l'Europe sociale. Et deuxième aspect, qui a, de mon point de vue, été un peu minoré ce matin, ce sont, même s'ils étaient bien sûr implicitement dans les réflexions, l'ensemble des effets pervers du marché unique, de sa mise en place, et de l'euro, de sa mise en place. On sait maintenant que l'euro, d'une part, et le marché unique, d'autre part, ont fortement déstabilisé les systèmes sociaux et fiscaux des États au point d'avoir provoqué une forte concurrence à l'intérieur même de l'Union européenne, parfois une concurrence plus rude qu'à l'extérieur, qu'avec les pays qui se situent à l'extérieur de l'Union européenne. Et on aurait tort de
minorer cet aspect des choses en faisant comme si une raison de l'histoire allait plus ou moins absorber tous ces chocs. Le fond de la croyance de l'Europe sociale, et notamment ce qui était au fondement du pari de Jacques Delors, c'était que finalement, en relançant la machine, en relançant l'intégration économique, le fonctionnalisme allait de nouveau opérer et que l'intégration sociale viendrait comme un effet émergent, comme quelque chose finalement qu'on n'aurait pas besoin de décider. Donc on voulait d'une certaine manière s'épargner le coût de la décision politique. Ce à quoi nous confronte la crise actuelle, me semble-t-il, c'est que nous ne pourrons pas aller vers une Europe sociale en nous épargnant ce passage par la décision politique. Et je dirais que, au-delà du cas de Jacques Delors, le contexte de multicrise qui assaille aujourd'hui l'Union européenne est marqué par une période qui ne peut plus raisonner comme si la sphère économique était un terrain d'unification naturelle. On a raisonné au moment de la mise en place des premières institutions européennes en faisant comme si l'économie était le seul terrain disponible d'ailleurs entre les États pour créer une union. Une partie du pari a fonctionné. On se heurte aujourd'hui à une réalité qui est manifeste, c'est que cette unification par l'économie et par la seule économie a peut-être pris fin. Alors je vais vous parler un peu de subsidiarité puisque c'est ce qui me revient de faire dans cette communication, mais l'essentiel a plus ou moins été dit ce matin. Un intervenant disait que la subsidiarité était un leurre au niveau européen. J'adhère totalement à cette vision des choses. Et de manière générale, d'ailleurs, je crois que la question de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États ne répond à aucune règle explicite et pas en tout cas à la règle qui serait celle de la subsidiarité, qui a quelque chose de rassurant, qui a quelque chose de la règle de bon sens, c'est-à-dire ce que je peux faire, pourquoi quelqu'un au-dessus de moi pourrait le faire, ce que le niveau national peut faire, à quoi bon aller chercher des solutions au niveau européen, très bien. Mais si la subsidiarité recouvrait cette seule réalité de bon sens, finalement, il n'y aurait pas besoin de la nommer. On a eu besoin de la nommer, notamment dans le traité de Maastricht, pour des raisons très particulières, et notamment pour opérer un compromis dilatoire entre des intérêts totalement divergents. Et ce compromis, on le voit à la faveur du Brexit, a explosé. En matière d'Europe sociale, on aurait la facilité de croire que, finalement, le terrain social étant peu disponible au niveau européen, il existerait donc, si je relabellise avec mon vocabulaire, une Europe sociale subsidiaire par rapport aux États. C'est-à-dire la constitution économique au niveau européen, c'est-à-dire le niveau européen qui gère les grandes masses économiques, qui gère le marché, qui gère la monnaie, et puis les coûts sociaux qui seraient pris en charge par les États-providence au niveau national. C'est-à-dire la répartition qui est maintenant à peu près connue de l'ensemble des spécialistes de la question, une constitution économique transnationale et une constitution sociale qui demeure nationale. Sauf que cette présentation des choses, qui pourrait être qualifiée de subsidiarité ordolibérale, d'une certaine manière, si je mêle un peu le fonctionnalisme auquel je me suis référé à l'instant et l'ordolibéralisme qui a beaucoup innervé la doctrine économique au niveau européen, cette subsidiarité ordolibérale cache mal des réalités qui sont beaucoup plus massives à mon sens, ce que les politistes appellent l'ensemble des processus d'européanisation. Et en matière sociale, tous ces processus d'européanisation ont eu des effets essentiellement négatifs. Et c'est d'ailleurs le drame de l'Europe. C'est que lorsqu'elle fait des choses positives, on ne lui impute pas, ou alors ils sont tellement peu visibles qu'on a du mal à créer ce lien d'imputation en disant « je dois ça à l'Europe ». Et quand c'est négatif, là, le lien d'imputation marche très bien puisqu'il est alimenté par les États eux-mêmes qui veulent se dédouaner de leurs responsabilités. Donc il y a finalement un concours ici de circonstances qui fait que tout le monde y trouve une part de ce qu'il avait mis. Une Europe subsidiaire en matière sociale par rapport aux États, je crois que
c'est une expression qui peut prêter à confusion dans le sens où elle masque cette européanisation négative, et cette européanisation négative, elle a œuvré, de mon point de vue, selon un processus qui, pour le coup, est marqué par un déficit démocratique criant, parce qu'elle a été essentiellement portée par la Cour de justice, et on a beaucoup maintenant toute une littérature, je pense à Fritz Scharpf, le grand politologue allemand, qui a mis en lumière le lien entre processus judiciaire et intégration négative. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de décider au niveau européen, donc on laisse faire au cas par cas le juge, qui lui fait avec ses outils, bien sûr, et qui détricote d'une certaine manière ce qui peut s'apparenter comme des obstacles, comme des entraves nationales à la liberté de circulation. Et c'est ça qui a finalement brisé la confiance des Européens envers ce que l'on peut appeler lointainement l'Europe sociale. Alors si on veut commencer à redonner un début de réalité à ce qui pourrait s'appeler l'Europe sociale, peut-être faudrait-il remettre du contrôle démocratique dans ces processus jurisprudentiels qui certes ont eu peut-être une nécessité à un moment de la construction européenne, quand le moteur politique était bloqué, mais qui est allé à un point tel que on a donné à un organe non contrôlé directement par les peuples la possibilité, un, de rendre fondamentales les règles économiques, et deux, de les rendre tellement fondamentales qu'elles s'imposent aux règles sociales nationales, et que ces règles nationales, finalement, ne trouvent le droit de subsister que si elles se conforment à la Constitution économique suprême. Donc vous voyez l'effet explosif que tout cela produit en termes justement de rapport des Européens eux-mêmes à la construction européenne. D'où je ne vais pas m'étendre sur la question de savoir si, l'Europe est condamnée ou pas. Ce qui m'intéresse en l'espèce, c'est la perception négative des Européens vis-à-vis de la construction européenne en tant que telle. Et je pense qu'on peut gloser sur de nombreux projets, y compris en matière d'Europe sociale, mais si on ne rétablit pas un lien de confiance qui s'est distendu, qui s'est même parfois brisé, on manque, à mon avis, l'aspect essentiel du problème. Quand je parlais de la mécanique jurisprudentielle, elle a ceci de pervers, et on peut la lire à travers la grille de la subsidiarité. Elle a ceci de pervers que, en fait, en raisonnant au cas par cas, sans décision politique, en laissant faire la Cour de justice, finalement, on prétend laisser vivre la diversité nationale en termes d'Europe sociale, en termes d'institutionnalisation des États-providence, mais on laisse souterrainement et implicitement, c'est un angle mort, la logique du marché faire son œuvre. À travers le fameux principe de non-discrimination à raison de la nationalité, en fait, on abolit toutes les entraves, notamment faites en termes de nationalité, mais pour relégitimer implicitement la seule norme naturelle qui surgit, à savoir le marché, qui prétend s'autoréguler. Donc il y a ici tout de même à interroger la légitimité de la jurisprudence de la Cour de justice et le mécanisme, de mon point de vue infernal, qui s'est mis en place à l'échelle européenne. Donc on a eu des échos, notamment dans la presse, de certaines affaires qui ont défrayé la chronique. Je ne vais pas y revenir, mais la tendance de fond est tout de même une Cour de justice qui, déconnectée des aspirations des peuples, a appliqué une logique systématique, sans discernement, en passant outre les traditions nationales des droits sociaux, en passant outre les compromis sociaux situés au cœur des États-providence et qui sont des questions tellement centrales qu'elles ont été au cœur de la reconstruction des États au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc passer outre, c'est tout de même prendre un risque tout à fait inconsidéré. J'ai oublié d'appuyer sur le chronomètre, donc... OK. Donc j'ai insisté sur les coûts sociaux de l'européanisation négative.
Je parlais à l'instant des traditions nationales des États-providence, et je pense qu'on aurait tort de stigmatiser un peu à l'emporte-pièce les simples égoïsmes nationaux. L'Union européenne n'arrive pas à faire de l'Europe sociale, tout simplement, pas parce qu'elle n'aurait pas de compétences, ce n'est pas la question, mais parce que les États sont déjà installés. Et ils y restent d'autant plus qu'ils se sentent menacés. Donc c'est toujours cette question de la confiance qui pose problème, et pas simplement les obstacles des États qui seraient les méchants dans l'affaire et qui empêcheraient toute avancée de l'Europe sociale. Il me semble que, à la fin des fins, le grand problème qui se pose à nous, c'est un peu théorique, mais c'est une perception déformée de ce qu'est la politique, rien de moins. À savoir un marché qui a tellement essaimé dans sa matrice intellectuelle qu'il nous vient à nous installer dans une position face à la politique qui est de la considérer comme quelque chose qui se fait sans nous, c'est-à-dire un processus d'ajustement. Et là, rien de mieux que de se référer au grand intellectuel du néolibéralisme, si je puis dire, qui a peu de choses à voir avec l'Union européenne, mais qui nous permet de viser le point, à savoir Friedrich Hayek, qui distingue entre ordre artificiel, ordre naturel et ordre spontané. La distinction qui m'intéresse ici, c'est entre les deux derniers termes, entre ordre spontané et ordre naturel. Sa vision du marché n'est pas celle d'un ordre naturel, c'est celle d'un ordre spontané, c'est-à-dire des actions humaines, mais qui ne sont pas rapportables à des intentions conscientes. Et il me semble que, en adoptant ces définitions de l'ordre spontané, on comprend ce qu'est devenu l'ordre politique européen, c'est-à-dire un ordre qui ne raisonne plus sur une conscience, sur une intention. Donc un ordre qui a tellement poussé loin la logique du fonctionnalisme qu'on attend que les grandes décisions politiques arrivent comme par accident, par un effet émergent. Or, on en arrive à un point où, précisément, la logique de la solidarité transnationale, ici en tension, je l'ai rappelé, avec l'échelle nationale, la logique de la solidarité a une nécessité. Première, c'est de pouvoir percevoir la réciprocité. Donc ce n'est pas une manière statocentrée de raisonner, ce n'est pas dire il n'y a que l'État-nation qui est capable de faire de l'État-providence. Non, c'est, comme le disait Jean-Louis Bourlange ce matin, il faut bien une communauté, peu importe que ce soit l'État-nation. Or là, il me semble que nous avons beaucoup plus affaire à un ordre économico-juridique qu'à une véritable communauté politique. Une communauté politique, c'est une communauté consciente d'elle-même. Or, si vous prenez tous les grands thèmes européens, qui sont les thèmes porteurs d'avenir, la citoyenneté, la solidarité, à chaque fois, c'est une citoyenneté qui n'a pas conscience d'elle-même, c'est-à-dire que quand vous questionnez le citoyen européen, il n'a pas conscience véritablement d'être un citoyen européen. La solidarité, elle se fait malgré elle, elle est là de fait, mais elle n'est pas conscientisée non plus. Donc on a, d'une certaine manière, un ordre politique, entre guillemets, qui fonctionne sur le modèle de l'ordre spontané, c'est-à-dire la définition hayekienne du marché. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette présentation qui nous a fait parfois des accents proches de Karl Polanyi. Enfin, en tout cas, c'est aussi comme ça que je l'entends, et en tout cas qui pose les conditions, la question des conditions juridiques et sociales de la fragilisation de la politique, en tout cas de l'échiquier politique, pas seulement de la social-démocratie par ailleurs. Bien, nous avons donc maintenant une deuxième communication donc d'Ulrike Guerreau, directrice de l'European Democracy Lab. Vous avez la parole. Oui. Bon, d'abord, désolée de mon petit retard. Et deuxièmement, je suis encore sous l'impression de cette salle. Paris vaut toujours une messe. On est toujours surpris ce qui se trouve à Paris en catimini. Et après, je vous ai donc écouté. Mais en fait, j'arrive de mon vol et j'ai capté subsidiarité, Fritz Scharf, la nation, voilà.
Et je vais maintenant faire une réaction, disons, plutôt spontanée, mais une réaction qui encompasse, je pense, de la littérature française. Parce que je trouve que c'est très intéressant que c'est à nouveau les intellectuels français qui sont les meilleurs en fait sur le marché, je pense, quant à la définition de la nation et tout ça. Je dis ça parce que j'arrive de Vienne. Et hier soir à Vienne, justement, j'ai discuté avec Antoine Vaucher, que vous connaissez peut-être, qui a écrit justement avec Guillaume Sacriste, Stéphanie Innet et Thomas Piketty ce TEDEM, traité pour la démocratisation de l'Europe. Et le traité de la démocratisation de l'Europe, c'est un document qui a été publié avant les élections présidentielles l'année dernière, qui parle de la démocratie, qui est une condition pour la solidarité, et donc une solidarité institutionnalisée. Et le document vise justement de trouver une autre forme, un autre parlement, nota bene un parlement européen de l'eurozone, pour justement débattre des questions de la solidarité dans un agora renouvelé. Pourquoi renouvelé ? Parce que le Parlement européen, qui est le nôtre aujourd'hui, ne correspond pas, stricto sensu, à nos propres théories de démocratie, parce qu'on n'est pas one person, one vote. On n'est pas une personne, une vote. Et donc, c'est, par exemple, mon cours constitutionnel, Karlsruhe, qui dit que ce n'est pas un Parlement qui est démocratique stricto sensu, et donc qui ne peut pas justement faire ce que Macron aujourd'hui voudrait, un eurozone budget, un ministre des Finances et tout ça. Bon. Je ne veux pas parler de Macron, mais je pense que c'est un peu, en allemand je dirais, das Pferd von hinten aufzäumen, donc mettre le baru avant le cheval, je pense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un ministre des Finances, proprement dit, qui n'est pas responsable devant un Parlement, qui n'a pas de base de légitimité propre. Voilà. Donc, maintenant, j'arrive à Fritz Scharf parce que ça m'a sauté dans l'oreille. En gros, je me bats avec lui dans toutes les revues allemandes que vous pouvez imaginer, parce que pour autant, dans l'analyse, je suis d'accord. Je trouve que cette idée de la gauche européenne, Sarah Wagenknecht, Mélenchon, Fritz Scharf, Corbyn, de sortir de l'Europe avec l'argument que l'Europe n'est pas juste au terme de la démocratie, c'est un faux argument. Autrement dit, pour moi, c'est un prétexte et ça me désole. En gros, je trouve ça plutôt tragique qu'on est en train de perdre une bonne partie de la gauche européenne, Mélenchon, Wagenknecht, Corbyn et tout ça, Lordon, Frédéric Lordon, avec l'argument juste et l'analyse juste qu'on n'organise pas proprement la solidarité en Europe, qu'on n'a pas une démocratie efficace. Je suis d'accord sur tout cela, sauf pour moi, la solution, c'est pas exit. Et quand j'entends trop Lordon et trop tout ça, ça me désole, parce que comme quelqu'un qui a travaillé pour Jacques Delors dans les années 80, comme quelqu'un qui a rêvé de l'Europe sociale en 89 quand Delors a fait l'Europe sociale, je trouve et vous me pardonnez ça, mais cette petite spin anti-allemand, anti-européen, qui est dans tous ces discours de la gauche, dite gauche, je trouve ça tragique. Hein, voilà, donc tout ça pour to set the tone. Maintenant, si on ne veut pas aller Fritz Scharf et on ne veut pas sortir de la solidarité européenne, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, comment on s'en sort par le haut et pas par le bas? Je fais juste une notion sur la subsidiarité parce que je suis un peu enquiquinée, vivant en Autriche actuellement, que la présidence autrichienne de l'Union européenne passe son temps à parler de la subsidiarité, va faire un sommet spécial de la subsidiarité, parce que dans le sens du mot, subsidiarité, ça vient du pape Pius X, Pius le X. En fait, ça règle le rapport entre l'individu et la société et ça n'a rien à voir avec multi-level governance. Donc en fait, l'argument c'est que le terme subsidiarité est systématiquement employé mal dans le débat européen, c'est-à-dire il est misused, il est perverti, si vous voulez. Parce qu'en gros, quand aujourd'hui vous entendez peut-être le chancelier Kurz autrichien à dire l'Europe est là-bas et nous la subsidiarité ici, en gros ça veut dire l'Europe fout-toi le camp parce que moi ici c'est mon jardin et tu ne règles pas là-dedans. Voilà. C'est pour ça, en fait, je suis contre Fritz Scharf et contre le principe de la subsidiarité pour
pour dire ces deux choses-là. Maintenant, où est-ce que je veux en arriver? Je veux en arriver que sortir de l'Europe, pour moi, ce n'est pas une option, donc il faut compléter l'Europe. Si on raisonne en quoi complétons-nous l'Europe, avec la solidarité, justement avec la démocratie, on pourrait dire qu'on a un marché, une monnaie, et maintenant il faut une démocratie. Voilà. S'il faut une démocratie, et si on est d'accord qu'il faut une citoyenneté européenne proprement dite, c'est ce que je vous ai compris là-dedans. D'ailleurs, c'est Dominique Schnapper tout craché. Dominique Schnapper, c'est la citoyenneté européenne, c'est du construit, Je pense qu'il faut comprendre dans ce sens que la citoyenneté est une notion juridique et pas ethnique. Et la citoyenneté, quand on la déduit du citoyen, et donc de la République, res publica, et donc de la définition de Cicero qui définit la République comme ceux qui rentrent dans la même législation, equium ius. Du coup, j'ai plus besoin de la nation. Et c'est là où je veux en arriver. Je trouve qu'on a aussi un œil déformé de traiter la nation comme si c'est tombé du ciel, la France aujourd'hui, et ce n'est pas le cas, parce que la nation dite la France, aujourd'hui, c'est quand même les Bretons et les Alsaciens et les Corses qui ont d'ailleurs une langue tout à fait différente et d'ailleurs une culture tout à fait différente. Et aujourd'hui, ils sont français, pas parce qu'ils s'aiment tant et parce qu'ils ont la même culture, mais essentiellement parce qu'au bout du compte, ils sont égaux devant la loi et parce qu'ils reçoivent le SMIC au bout du fil, si jamais. Entre la Bretagne et voilà. Donc le point que je veux faire, parce qu'on raisonne en solidarité, c'est quoi la solidarité républicaine en France aujourd'hui? C'est pas l'ethnie, c'est pas l'identité, c'est pas d'être français, mais au bout du compte, c'est avoir le SMIC quand ça coupe. Voilà. D'ailleurs, pareil pour moi, je suis rhénane, j'ai rien à foutre avec la culture bavarière, mais ce qui me lie à eux, c'est moins la culture, mais c'est le fait qu'au bout du compte, moi, j'ai Hartz IV si quelque chose m'arrive. C'est ça mon lien avec les mecs en München, pas la culture. Voilà. Si je définis donc, si j'ai cette définition que j'appellerais une définition civique de la nation, vous diriez, vous êtes français, j'imagine, dans la plupart, en fait, c'est la définition civique de la République. Qui est basé sur un état de droit plutôt que sur un état de culture dite nation. Du coup, si l'Europe solidaire vers laquelle on veut arriver était toujours le mantra qu'on veut l'unité dans la diversité, c'était toujours le mantra, l'Europe c'est l'unité dans la diversité, il me faudrait cibler l'unité civique et pas ethnique et culturelle. C'est-à-dire, je peux parfaitement imaginer d'avoir les citoyens européens tous ensemble, de Helsinki à Porto et de Dublin à Thessaloniki, étant dans un état civique égal devant le droit, donc dans un statut républicain, si vous voulez, dans le sens de Cicero, égal devant la loi, et tous être culturels et diversifiés, comme en 1789, la France était diversifiée entre l'Alsace, la Bretagne, le Corse, et d'ailleurs l'Allemagne aussi, parce que nous, il y a des travaux assez rigolos, mais par exemple, quand il y avait la guerre franco-allemande en 1872, les troupes allemandes sous Bismarck ne se sont pas compris parce que tous les dialectes allemands étaient tellement que c'était la pagaille entre les troupes parce qu'on ne pouvait pas leur parler. Voilà. Donc tout ça pour revenir au fait de Dominique Schnapper qu'une citoyenneté c'est du construit, et d'ailleurs c'est construit par, en France, mais vous êtes la spécialiste de l'école républicaine et tout ça, voilà, donc du construit. Bon, où est-ce que je veux en arriver? C'est de dire, si on parle de nation, surtout dans les temps d'aujourd'hui où tout le monde devient national, il me semble bien fructueux de se souvenir qu'il y a une notion civique dans la nation, et la notion civique de la nation, c'est que la nation est une solidarité institutionnalisée. J'étais vraiment très heureuse de trouver Marcel Mauss, sociologue français du début du siècle,
ça vient d'être publié en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi l'année dernière, mais c'est très intéressant. Die Nation oder der Sinn für Soziale, la nation ou le sens pour le social. C'est des fragments, mais c'est super intéressant que Mauss, le siècle dernier, dans un temps assez similaire à aujourd'hui, a compris en fait que la nation, c'est justement pas la culture, l'identité et tout ce dont on vend la nation aujourd'hui, mais que la nation essentiellement est une solidarité pour dire dans sa définition que la nation en fait n'est rien d'autre qu'une solidarité institutionnalisée. Maintenant, revenons à nos jours. Si on regarde la crise avec la Grèce, où en fait on a traité la solidarité comme random choice. On est solidaire, oui, peut-être non, perhaps. En gros, c'était ça le choix du Bundestag, d'ailleurs même pas de l'Assemblée nationale. Le seul parlement qui comptait pour cette décision était le Bundestag. Et c'était un peu au pif. Aujourd'hui, on est solidaire, demain, on n'est pas solidaire, voilà. Si on appliquait en fait Marcel Mauss, c'est-à-dire la nation, c'est de la solidarité institutionnalisée, le problème de l'Europe sera résolu en ce sens qu'on n'aurait que institutionnalisé la solidarité dans les termes de l'égalité devant le droit des citoyens européens. Parce que du coup, c'est ça la citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'égalité devant le droit, donc l'égalité dans l'acte du vote, l'acte de taxation et accès social. Imaginons on aurait une, comment ça s'appelle, European Unemployment Scheme, une assurance de chômage européen. Et on l'aurait eu en 2012 avant la crise en Grèce. Ça aurait atténué le chômage en Italie, le chômage en Espagne, ça aurait freiné la Grèce à tomber, voilà. Donc du coup, dans la définition de Mauss, on aurait été nation, du coup nation européenne. Pourquoi ? Parce que la solidarité européenne ne se serait pas négociée, surtout pas négociée dans un parlement, le Bundestag, mais elle aurait été institutionnalisée. Je trouve en fait, il y a une vraie piste là pour creuser l'Europe de demain, parce que c'est ça la conférence aujourd'hui, l'Europe de demain. Et j'étais très intéressée de dire qu'à EHESS, il y a maintenant de la recherche fait par Bruno Carzenti, Cyril Lemieux, Socialisme et Sociologie, qui en fait reprennent les travaux de Mauss pour dire quoi ? Pour dire, et j'arrêterai là-dessus, que si on veut institutionnaliser la solidarité en Europe, si on veut penser à une notion d'uniformité civique, donc à une notion républicaine, pour arriver à une notion de la citoyenneté, parce que c'est ça la citoyenneté, c'est une notion juridique qui rend les citoyens égaux devant le droit. En allemand, je dirais der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz. Hein, voilà. Si je veux faire ça, le dernier élément pour ne pas tomber dans le piège de Fritz Scharpf et de dire tout ça, ça va nous péter parce que les Grecs, l'Italie, tout ça, pour complémenter, pour parfait exit, mais pour complémenter, du coup, serait de dire il faut une sociologie. Donc si aujourd'hui on comprend des EU-Rechtsgemeinschaft, l'Union européenne en tant que communauté en droit, pour dire qu'on nous promet la libre-échange de personnes, des services, du capital et des biens. Du coup, sous le cadre aujourd'hui de la communauté de droit en Union européenne, les biens sont égaux devant le droit, c'est le marché commun. Le concombre, l'huile, tout ça. La monnaie, le capital est convergente en droit parce que c'est l'euro. Notre main-d'œuvre est égale devant le droit parce que c'est les services, Dienstleistungsrichtlinie, la régulation des services. Les seuls qui ne sont pas égaux en droit dans le statut actuel de la communauté de droit de l'Union européenne, c'est nous, les personnes, les sujets politiques, les citoyens et donc le souverain. Voilà. Je trouve que ce serait assez simple de dire, allez, on va combler cette petite lacune, on va aussi mettre les personnes, les sujets politiques, les souverains, égaux en droit, et du coup, égaux en solidarité, et du coup, on institutionnalisera, la solidarité, et du coup, on sera quoi ? On serait, choisissez vos mots, soit une nation européenne dans la définition de Mauss, ou alors une république européenne dans la tradition française.
D'ailleurs, Victor Hugo, Assemblée nationale, 1872, un jour on l'aura, la République européenne. J'adore la citation. Maintenant, dernière phrase, ma petite idée, comment y arriver? On a quand même fait le marché, Delors l'a fait, 92, par un traité et une convergence sur une date clé. Le 1er janvier 92, on a fait marché commun, on a convergé 6000 régulations, patati patata, marché commun. On a fait l'euro de la même manière. On a dit 1er janvier 2002, et on a payé un prix pour l'euro, hein, je ne discute pas, hein, surtout la France d'ailleurs, hein, et les Grecs. Et tous ceux qui n'étaient pas allemands et autrichiens ont payé un prix pour l'euro, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais on a fait l'euro sur un jour de convergence juridique où on a mis l'euro. Si maintenant on raisonnerait sur l'égalité de droit aussi pour les personnes, donc les citoyens, donc les souverains du système, donc nous, on dirait un euro, eine IBAN-Nummer, un IBAN, et puis un numéro de sécurité sociale européenne. Point barre. On commencera ça le 1er janvier 22. On dirait même ceux qui sont live aujourd'hui ne sont pas touchés parce qu'on va commencer pour ceux qui sont nés après janvier 22. Et du coup, on mettrait en convergence aussi le côté solidarité, c'est-à-dire l'Europe sociale, par le même trick qui nous a fait le marché commun, donc le marché, la monnaie, et du coup maintenant la convergence juridique des personnes en tant que sujet politique. Voilà, ça c'est ma petite idée pour en fait compléter un marché, une monnaie avec une démocratie qui a comme base nécessaire mais pas suffisante l'égalité devant la loi de ses citoyens. Ce sera de la citoyenneté européenne construite dans le sens de Dominique Schnapper, et moi je préférerais ça tout à fait au scénario de Fritz Scharpf qui au bout du compte veut dire l'euro éclate, tout le monde sort et on se renationalise. Merci. Merci beaucoup, et merci beaucoup aussi pour avoir donc cité Marcel Mauss, qui, avec son oncle, a beaucoup irrigué à la fois, pas seulement les intellectuels français, mais aussi le monde politique, notamment dans les années 30, et une période où la gauche se cherchait d'autres modèles que ceux qui étaient en train d'émerger à l'Est. Donc ces écrits politiques, je vous invite toujours, parus aux éditions de Minuit, très belle collection. J'en profite donc pour passer la parole, plus exactement, à ma collègue Céline Spector, donc, qui est professeure à l'UFR de philosophie de l'Université Paris-Sorbonne. Donc merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs et organisatrices, Joséphine Staron. Alors je vais parler de justice sociale en Europe, c'est un thème qui est le parent pauvre et en général peu aimé lorsqu'on parle d'Europe, et je vais essayer peut-être de donner quelques raisons d'être un peu moins pessimiste qu'on ne l'est habituellement. Alors depuis quelques années, de nombreuses voix appellent à une refondation du projet européen, et vous savez qu'il y a un an de cela, Emmanuel Macron, ici même à la Sorbonne, a proposé toute une série de mesures, notamment, j'en cite quelques-unes, un ministre des Finances contrôlé par un Parlement, une plus grande convergence fiscale et sociale, revenir sur la directive travailleurs détachés, ce qui a été réalisé depuis, mais aussi, et c'est souvent moins remarqué, un salaire minimum européen et des niveaux de cotisation sociale moins disparates. Alors bien sûr, la question qu'on peut se poser est la suivante. S'agirait-il d'une véritable refondation du projet européen? S'agirait-il au contraire simplement, comme le dit constamment la gauche de la gauche, d'une continuation de l'Europe néolibérale par d'autres moyens? S'agit-il d'un nouveau contrat social européen ou s'agit-il simplement d'un pacte de dupes? Alors, sans boussole, il paraît difficile de s'orienter dans la pensée, et c'est ici, me semble-t-il, que la philosophie politique, assortie à la philosophie du droit, peut espérer avoir un rôle à jouer. C'est ici que le concept de solidarité prend toute son importance. Alors, juste un bref rappel, le concept de solidarité date du XIXe siècle, et il a été créé en langue française par le socialiste Pierre Leroux, pour se substituer, c'était explicite, à l'idée de charité chrétienne. Alors, c'est un terme qui aujourd'hui est extrêmement étendu, vague et protéiforme. Donc, je vais en donner quelques exemples. D'un côté, la solidarité est entendue comme une obligation. C'est une obligation d'assistance, voire de redistribution à l'égard des plus mal lotis.
et des individus rendus vulnérables par les accidents de la vie, le chômage, la vieillesse, la maladie. De l'autre, nul ne semble savoir si cette solidarité doit être motivée simplement à partir de l'intérêt éclairé, de la réciprocité, ou au contraire si elle suppose un véritable ethos solidaire, une forme de sens de la justice qui consentirait à des transferts nets, déficitaires, comme ça aurait pu être le cas par exemple à l'égard de la Grèce. Donc potentiellement des transferts sacrificiels sans retour sur investissement. D'un côté, autre exemple de cette ambiguïté, la solidarité semble se constituer du fait même de l'interdépendance économique entre les États. C'est ce qu'on appelle classiquement la solidarité par le marché, mais c'est aussi le sens sociologique durkheimien de la solidarité. De l'autre, la solidarité est un idéal, une norme, et même ce que l'on nomme en philosophie du nom désuet de vertu, pratiquement synonyme de justice sociale. La solidarité, en ce sens, exige non seulement de venir en aide à ceux qui se trouvent dans le besoin, en situation d'urgence conjoncturelle, par exemple, situation d'urgence climatique, situation de catastrophe naturelle, situation aussi d'urgence terroriste, on l'a vu ce matin. Mais aussi, la solidarité suppose de contribuer à une forme structurelle de redistribution des ressources et des fardeaux produits par la coopération sociale conformément à certains principes. Et c'est ici que la philosophie politique peut avoir son rôle à jouer. Alors, je voudrais aujourd'hui plutôt évoquer la question des moyens de l'Europe sociale, puisque précisément, on entend beaucoup, Frédéric Lordon, mais bien d'autres aussi, dire que l'Europe sociale n'aura pas lieu. Donc la question que je voudrais poser est la suivante, il me semble qu'on doit la poser, disons, de la façon suivante. N'y a-t-il pas une tension, voire une contradiction, entre d'un côté la logique d'ouverture inhérente au marché, à la libre circulation, aux 4 grandes libertés fondamentales, et d'autre part, la logique de clôture qui est propre à la citoyenneté, et en particulier à la citoyenneté sociale, qui, dit-on traditionnellement, serait liée à l'État-nation, liée à un sentiment d'appartenance fort à une communauté politique plus ou moins restreinte, serait liée donc à un démos, le lieu de nos contributions et de nos rétributions. N'y a-t-il pas, de la même manière, tension, voire contradiction entre, d'une part, la logique concurrentielle du marché, qui peut s'accompagner de dumping social, et c'est là-dessus, sur ce point, que je suis d'accord avec vous, et d'autre part, la viabilité des États-providence nationaux, qui s'accompagne nécessairement d'une contribution obligatoire. Enfin, dernière question, sans budget digne de ce nom, on en a parlé ce matin, l'économie sociale de marché de l'Union n'a-t-elle de social que le nom ? On dit généralement économie sociale de marché. Évidemment, on peut trouver que la formule est un peu rhétorique. Alors, une dernière précision. Ma contribution aujourd'hui ne se demandera pas comment concevoir un super État-providence à l'échelle européenne. Conformément au principe de subsidiarité, on en a dit beaucoup de mal, mais bon, il y a quand même quelques vertus, seuls les États membres sont compétents pour les politiques sociales. Néanmoins, un certain nombre de choses se sont mises en place, à la fois dans le droit européen et dans la politique européenne, et ce sont ces éléments qui favorisent la solidarité européenne dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors je procéderai très rapidement en 3 temps. Premièrement, je ferai droit à la critique très répandue selon laquelle l'Europe est néolibérale depuis ses origines et selon laquelle l'Europe sociale n'aura pas lieu. C'est vraiment la doxa dominante en France. Deuxièmement, je ferai, disons, une sorte de tentative pour restituer ce qui, dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et là j'ai pas la même lecture que celle qui vient d'être faite, peut favoriser la citoyenneté sociale européenne. Et enfin, dans un 3e temps, je ferai état de quelques initiatives politiques récentes, aussi bien de la Commission que du Parlement européen, qui vont dans le sens de l'Europe sociale et qui nous permettent d'être légèrement moins pessimistes qu'on ne l'est d'habitude. Alors tout d'abord, l'Europe néolibérale, point d'interrogation. Donc je commencerai par rappeler très brièvement la critique qui est dominante en France. L'Union serait le cheval de Troie du néolibéralisme dans le contexte de la mondialisation économique. Et cette critique, elle est extrêmement commune dans tout le courant que j'appellerais néo-foucaldien, donc qui suit Michel Foucault, et notamment son texte, à partir de ses cours au Collège de France, Naissance de la biopolitique. Je pourrais citer ici 20 noms au moins, je n'en citerai que 2, François Denord et Antoine Schwartz, qui ont publié un petit pamphlet il y a quelques années, L'Europe sociale n'aura pas lieu. Alors, je vous donne quelques éléments de leur argumentation parce qu'elle me semble très symptomatique. À leurs yeux, plusieurs faits témoignent du péché originel de l'Union européenne. L'Union est néolibérale depuis ses origines. En particulier, certains Français qui étaient réfugiés à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient proches de Jean Monnet, comme Hervé Alphand,
Étienne Hirsch, Robert Marjolin avaient esquissé dès 1943 les contours d'une union économique régionale, alors même qu'ils, ce sont les auteurs qui le disent, fréquentaient la haute société britannique. Les auteurs citent également le cas de Robert Marjolin, qui a par ailleurs un rôle fondamental dans la mise en place notamment de la répartition des fonds Marshall. Donc Robert Marjolin fréquentait, disent-ils, assidûment, je les cite, le très chic Reform Club, où il discutait avec des libéraux, avec des économistes anti-keynésiens de la London School of Economics, comme Lionel Robbins et Friedrich Hayek. Tous, disent-ils, auraient adhéré à la Société du Mont Pèlerin. C'est le lieu fondateur du néolibéralisme en Europe et dans le monde en 1947. Tous auraient défendu le marché européen, éventuellement assorti d'une union politique fédérale, de façon à, tout simplement, casser le dirigisme étatique. Tous occuperaient enfin, dans les années 50, des postes clés dans les mouvements chargés de propager la bonne parole néolibérale. À leurs yeux également, évidemment, ensuite, l'Europe n'est que le déroulement de ce moment prédestiné. L'acte unique, comme on le sait, a promu la seule concurrence libre et non faussée, si bien que l'économie sociale de marché est par principe opposée à l'idée d'État social. Or, mon point de vue, c'est que sous couvert de démystifier ce qu'ils considèrent peut-être à juste titre comme une fable, le grand récit héroïque des pères fondateurs, Monnet, Schuman, etc., cette approche ultra-critique de l'union néolibérale élabore une fable concurrente. C'est bien d'une fable qu'il s'agit, puisqu'il manque à ces analyses tout ce qui relève des forces qui se sont opposées lors de la construction européenne, et bien précisément à ces forces actives, en effet, du néolibéralisme. Et ce sont ces moments, disons, un petit peu différents, que je souhaiterais notamment évoquer à présent. Alors, deuxième point qui me paraît important, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est là que ma lecture diverge totalement, en fait, de celle qui est faite souvent par les néo-foucaldiens. Il y a aussi, alors c'est vrai que la Cour de justice a largement constitué, disons, toute une jurisprudence sur le marché intérieur, la levée des entraves, ils ont utilisé le principe de non-discrimination, ils ont appliqué le droit de la concurrence d'une manière, en effet, qui a contribué à la constitution d'un marché unique. Bon. Mais ils ont fait aussi autre chose, et qui me paraît plus intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont aussi ouvert progressivement le droit à la solidarité nationale et au bénéfice de la protection sociale, tout d'abord aux travailleurs migrants, c'est-à-dire finalement à ceux qui se déplaçaient d'un pays à l'autre de l'Union, et à leurs familles, et puis progressivement de plus en plus aux inactifs qui ne participaient pas directement donc à la coopération sociale à l'échelle nationale et donc qui ne payaient pas de cotisations sociales. Et ce point est essentiel parce que ça s'est mis en place très progressivement. Alors je citerai juste deux exemples, deux cas qui sont célèbres. L'un en 1998, c'est le cas Martinez Sala, c'est une ressortissante espagnole qui, après avoir perdu son travail en Allemagne, où elle était, a eu un deuxième enfant et a demandé à bénéficier de l'allocation familiale. L'Allemagne a commencé par lui refuser ce droit, mais la Cour de justice a insisté pour qu'elle l'obtienne, précisément sous couvert du principe de non-discrimination lié à la nationalité. Deuxième exemple, il y en aurait beaucoup d'autres, un étudiant français qui faisait ses études en Belgique et qui, lors de sa 4e année de résidence, a demandé l'équivalent du RSA belge, qui s'appelle le Minimex, et en 2001, on a obtenu le droit temporaire. Donc dans ces exemples, la Cour de justice de l'Union oblige les États à étendre, disons, le domaine de la protection sociale à d'autres ressortissants non nationaux. Alors, la question que je voudrais poser à partir de là, qui me paraît philosophiquement intéressante, c'est à quelles conditions, précisément, peut-on parler de citoyenneté sociale européenne? Quelles sont les conditions d'émergence d'une telle citoyenneté sociale? Et faut-il poser des conditions à cette citoyenneté sociale? À l'heure actuelle, il me semble que la Cour de justice utilise un critère qui est intéressant, qui est le critère du lien réel. Le lien réel qui permet de formaliser l'appartenance précisément à une communauté qui n'est pas une communauté politique restreinte comme l'État-nation, mais qui est une communauté politique quand même. Alors, ce lien réel peut supposer, par exemple, 5 années de résidence continue sur le territoire national avant de pouvoir bénéficier des prestations sociales, allocations familiales, etc. Il me semble que ce critère est assez justifié et qu'on peut donner toute une série de raisons en sa faveur. Alors, je viens maintenant, dans mon troisième temps, parce que je suis obligée d'aller vite, à la question de la transnationalisation de la solidarité et à la Charte des droits fondamentaux.
L'autre aspect fondamental de l'Europe sociale, qui peut faire espérer l'idée d'une transnationalisation de la solidarité, c'est la Charte des droits fondamentaux. Elle a été votée en 2000 et elle est devenue un texte qui fait partie des traités depuis Lisbonne. Or, cette Charte des droits fondamentaux rappelle les valeurs indivisibles et universelles qui font l'Union européenne et met la solidarité pour la première fois à égalité avec la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la citoyenneté. Et si on lit attentivement ce que dit la Charte, eh bien on s'aperçoit qu'en effet, il y a des droits sociaux du travailleur qui sont ici parfaitement reconnus. Alors on peut les citer, droit de négociation, action collective, protection en cas de licenciement injustifié, droit à l'information, droit à la consultation, droit de grève, etc. Bref, il y a même un droit à l'aide sociale à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Donc ce texte est fondamental. Il faut savoir que les Britanniques ont tout fait pour bloquer l'insertion des droits sociaux dans ce texte. On a des récits passionnants de la manière dont la négociation s'est passée en amont. Il y a des ONG qui ont vraiment fait pression pour que les droits sociaux aient le même statut que les droits libertés, que les droits économiques. Ça n'a pas été totalement le cas parce que le Royaume-Uni a bloqué ces négociations. Donc ce n'est pas quelque chose de définitif non plus. Alors, dernier point, les initiatives récentes de la Commission qui me paraissent intéressantes et du Parlement. Alors, depuis la crise, dont on parle beaucoup, la crise de 2008 et ses répercussions, la montée des mouvements europhobes, la Commission s'est quand même rendu compte qu'il fallait faire quelque chose dans le domaine social. Ça ne pouvait pas durer. Et donc, elle a mis en place ce qu'on appelle une politique de fonds ou de piliers. Et en particulier, elle a créé 2 nouveaux fonds qui prennent le relais des fonds structurels. Ce n'est pas du tout la même chose que pour les déséquilibres régionaux. Premièrement, le fonds de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, Fund for European Aid to the Most Deprived, et deuxièmement, le Fonds social européen, European Social Fund, qui devrait normalement consacrer au moins 20% de son budget à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc on peut dire qu'il n'y a pas assez d'argent, mais après, c'est la responsabilité des États d'en mettre davantage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des textes qu'on peut prendre plus ou moins de plaisir, parce qu'il faut dire que c'est un peu fastidieux à lire, mais où la philosophie sociale de l'Union européenne apparaît, et notamment celle de la Commission. Donc, quelle est cette philosophie sociale aujourd'hui? Eh bien, on pourrait dire qu'il s'agit plus ou moins d'une sorte de philosophie de la troisième voie. Alors, elle a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que c'est très consensualiste. Elle défend notamment l'égalité des chances. Elle défend l'équité des conditions de travail, elle défend la protection sociale et la lutte contre l'exclusion. Et elle a sorti, disons, ces grands principes de toute une série d'actions. Son but, dit-elle, est d'obtenir le triple A en matière sociale. C'est tout dire. Alors bien sûr, toute la rhétorique de la Commission continue à être inféodée à l'idée de l'employabilité, de l'optimisation du marché du travail, il ne s'agit pas de le nier, mais c'est quand même une initiative intéressante. Dernière initiative qui me paraît encore plus intéressante, celle du Parlement européen lui-même. Le 19 janvier 2017, le Parlement de Strasbourg a adopté une résolution solennelle concernant le pilier européen des droits sociaux, donc European Pillar of Social Rights. Et précisément, il a proposé toute une série de mesures assez intéressantes qui devraient normalement être appliquées par les gouvernements nationaux. Ils ne peuvent évidemment pas les imposer. Pour vous donner juste un exemple, il s'agirait de favoriser les contrats à durée indéterminée plutôt que les contrats précaires, ou encore de lutter contre l'abus du statut d'auto-entrepreneur, de lutter contre ce qu'on appelle l'ubérisation du travail, de lutter aussi, mais ça c'est plus tellement d'actualité, contre les contrats 0 heure qui étaient mis en place au Royaume-Uni. Donc vraiment toute une politique visant à lutter contre les abus du libéralisme ou du néolibéralisme. Alors pour conclure, il me semble de ce point de vue que disons, ce qui est le grand enjeu de la solidarité européenne aujourd'hui, c'est de la détacher de ce qui a fait pendant longtemps son histoire, c'est-à-dire le fait d'être une solidarité par le marché, d'une part, et appliquée par le gouvernement des juges, d'autre part. Je crois que si l'on veut donner vraiment corps et chair à la solidarité européenne, il faut véritablement la fonder sur les droits sociaux et en faire précisément quelque chose qui soit attaché à la citoyenneté comme telle. Et là, je rejoins ce qui vient d'être dit. Il s'agit en ce sens de s'accorder sur un socle minimum, une corbeille de droits, à la fois un régime assurantiel et un régime social de base, qui comprendrait donc une corbeille de prestations sociales, assurant à tous les citoyens européens un niveau de ressources de base, leur assurant une vie décente. Ça peut passer, on l'a dit ce matin, par l'assurance chômage européenne, ça peut passer par des minima sociaux. Et l'argument de l'hétérogénéité des États-providence ne vaut absolument pas dans ce cas-là, parce que qu'on soit côté Beveridge ou côté Bismarck ou peu importe ailleurs, on peut toujours appliquer des minima sociaux universellement. Donc la question, ça serait, ce New Deal européen a-t-il une chance de voir le jour? Eh bien,
rendez-vous peut-être au mois de mai pour voir ce qu'il en sera. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Donc on voit déjà apparaître à la fois des convergences et des divergences. Je pense qu'on ne va pas rentrer immédiatement dans un débat technique sur l'interprétation de la jurisprudence de la Cour. Je propose qu'on en vienne d'abord, en tout cas au préalable, à la dernière communication de Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe chez France 24. Bonjour, alors déjà je ne suis pas du tout habituée à faire des communications. Même loin de là, d'habitude c'est moi qui pose les questions, alors et j'y réponds moins, mais enfin bon, plus exactement, je couvre les affaires européennes depuis 20 ans, ça me rajeunit pas, je ne devrais pas vous le dire d'ailleurs, et notamment de façon plus pratique que théorique, c'est-à-dire que j'ai ces méritoires dormi de nombreuses fois sur les tapis du Conseil européen lors des fameux sommets de crise engageant la solidarité ou non des États sur la Grèce et d'autres sujets importants, bien sûr. Et à ce titre, donc 20 ans de journalisme européen, la subsidiarité, je tiens vraiment à le préciser, je n'en parle jamais, et même le moins possible. Pourquoi ? Parce que ça rentre encore dans ces mots qui ont tendance à faire fuir les spectateurs qui immédiatement zappent, et donc évidemment je suis obligée d'expliciter à chaque fois de quoi il s'agit. Et là, il se trouve que, eh bien, tout simplement, j'ai beaucoup de mal à expliciter de quoi il s'agit, parce que vraisemblablement, en fonction de qui en parle, il s'agit de choses très différentes. Typiquement, alors il paraît que ça remontait à Aristote, j'espérais que quelqu'un m'expliquerait l'origine même du terme, etc., dans notre illustre assemblée, mais bon, voilà. Donc moi ce que je constate en attendant, c'est que il y a une vision très europhile de cette subsidiarité qui consisterait à dire que finalement, tout ce dont les États n'arrivent pas à se charger, l'Union européenne va finalement pouvoir les y aider. Et puis, alors, il y a une autre vision que vous entendez beaucoup plus ces dernières années. Au contraire, l'Europe ne doit intervenir que lorsque son action est au-dessus de l'État et est strictement nécessaire, sinon qu'elle intervienne le moins possible. Et ça, évidemment, c'est une thèse défendue par beaucoup de nationalistes sur notre territoire, de très, on va dire même, je vais pas dire nationaliste, je vais dire souverainiste sur notre territoire et nationaliste du côté de la Hongrie, etc., et de pays comme l'Italie que vous connaissez bien, et qui vous explique que finalement, la subsidiarité dans leur tête, hein, ça c'est beaucoup plus facilement identifiable avec finalement une vision qui serait l'Union européenne doit en faire le moins possible, voire il faudrait renationaliser un certain nombre de politiques. La problématique de la renationalisation. Alors, il ne faut pas confondre les deux quand même, hein, c'est très important. Les Brexiters aussi vous ont expliqué qu'il y avait un problème de solidarité, enfin il y avait un problème de subsidiarité en Europe, c'est-à-dire qu'on n'appliquait pas suffisamment la subsidiarité à tel point que finalement il était plus simple pour eux de sortir de l'Union européenne carrément. Bref, c'est un concept, vous voyez, mouvant en fonction de qui l'utilise. Alors, par exemple, c'est assez troublant. Vous savez que la commission Juncker s'est intitulée Commission de la dernière chance en 2014. Ça ne vous a pas échappé. La commission de la dernière chance a bien expliqué qu'il était temps qu'elle s'occupe non plus des pots d'échappement, de la taille des catalyseurs et des choses comme ça, mais des grandes choses, des grandes priorités, de la ligne d'horizon et des grands sujets qu'on allait tracer. Et puis sur les petites choses, non, pas du tout. Alors, et cette même commission, vous avez compris, a fait sa rentrée sur un thème très ambitieux, le changement d'heure. Et là, elle s'est rendue compte que mince, je ne vais pas dire de gros mots, la subsidiarité s'applique en fait en changement d'heure. Elle a dit, nous allons changer d'heure. Eh tout le monde va changer d'heure et tout le monde va mettre l'heure d'été. Et puis en fait, non, même pas. Même là où elle a demandé pourtant, et ça c'est aussi une question de démocratie, elle a demandé pourtant en plus à des millions de citoyens, etc., de se prononcer sur le changement d'heure. Eh bien, on s'est retrouvé avec
une incertitude sur quelle heure on allait adopter bientôt, l'heure d'été, et puis chacun ferait comme il veut finalement. Voilà. Donc ça, c'est une première réflexion voilà, que je me fais sur cette question de la subsidiarité qui est très liée à la question finalement de quelle solidarité, quelle justice sociale. Je vous cite quand même quelques chiffres assez parlants. En 2014, vous peut-être, mais les autres ne sont pas allés voter aux européennes, parce qu'il y a eu à peine 42,6% de participation. Alors, en 2014, on était quand même assez peu conscient de l'importance de ces élections européennes. Et maintenant, on va regarder en 2018. On s'aperçoit que ma voix compte dans l'Union européenne, selon le dernier Eurostat, c'est 48%. Donc c'est en train de remonter avec le Brexit un petit peu. Contre ma voix ne compte surtout pas 46%. Mais si on se rend compte, si on regarde les mêmes chiffres au niveau national, ma voix compte pour le national, c'est 63%. On considère que finalement, au niveau national, on est beaucoup plus entendu. Ça, c'est important, hein, la question de la subsidiarité et de l'écoute du citoyen. Hein, à quel niveau il se sent écouté. On le dit aussi, bien sûr, au niveau des régions, au niveau de votre maire, etc. Mais c'est vrai aussi, au niveau européen, on s'éloigne. Alors, ce problème de l'éloignement, finalement, il est souvent marqué par l'idée qu'il n'y a pas suffisamment de justice sociale ou de solidarité entre les Européens. Et notamment, on a parlé de ce Brexit à venir. Hein, notez bien, vous avez tous bien noté dans vos tablettes, normalement pour le 29 mars 2019. Alors, ce Brexit à venir, les Britanniques, ils se sont opposés, rappelons-le quand même, au passage, bec et ongle à une certaine charte des droits fondamentaux, que vous disiez mieux-disante en matière de justice sociale, et certainement avec notamment une limitation du temps de travail dont ils ne voulaient pas entendre parler, et que c'était une des raisons pour lesquelles l'Europe était vraiment très très contraignante du point de vue, hein, précisément, de la justice sociale et de la solidarité. Quand on pense solidarité, on pense, alors vous l'avez tous souligné, à ce qui s'est passé au moment de la crise grecque, où on s'est dit, mais il est temps de faire preuve, ou non d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi une hypothèse B, de faire preuve ou non de solidarité, avec cette idée qui s'est mis aussi, qui a imprégné l'Europe, que oui, mais cette solidarité financière, elle avait lieu puisqu'elle devait avoir lieu, puisqu'on devait sauver et la Grèce et la zone euro et essayer d'aller de l'avant en sauvant les banques, mais c'était des transferts qui en particulier, l'Allemagne n'était pas très contente. La presse allemande disait toujours du nord vers le sud, à sens unique. Ça a été un grand débat de solidarité qui a été enclenché de ce point de vue économique, bien sûr, des transferts à sens unique et quand même, on a inventé un peu des ad hoc, des instruments de solidarité improbables. Par exemple, on pense au quantitative easing. Tout d'un coup, évidemment, la Banque centrale européenne, débarrassée de M. Trichet, enfin je ne sais pas, à l'arrivée de M. Draghi, s'est rendu compte qu'elle pouvait, en l'occurrence, mettre sur le marché des liquidités, injecter dans les banques, etc. Et que ça redonnait un peu de souffle. C'était une solidarité un petit peu ad hoc qu'on s'est prise ont transféré donc finalement ces questions, ces problématiques, ces pertes du système bancaire, un peu sur le contribuable quand même, il faut le dire, sans complètement réformer les banques, mais en attendant, bon, cette solidarité s'est manifestée. On n'a pas laissé la Grèce sortir de la zone euro. Quand je vous parlais des nuits que j'ai passées j'en ai passé 2 d'affilée, par exemple, sur les tapis du Conseil européen pour voir si oui ou non les Européens lâchaient la Grèce et laisser faire un Grexit. Ça, c'était quand même, je pense, quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Avec toujours cette idée aussi que la solidarité européenne, elle est en lutte contre quelque chose qui est très prégnant quand on va, comme moi, toutes les semaines au Parlement européen pour interviewer des eurodéputés sur divers sujets et qui nous expliquent qu'ils sont assaillis par les lobbies, que l'intérêt, le commun, l'intérêt général, finalement, est sans cesse en proie à des intérêts particuliers très riches, il faut le dire, très dotés, avec beaucoup de lobbyistes très forts et bien payés, qui justement œuvrent plutôt à l'intérêt du privé, on va dire. Hein. Ça, il faut peut-être pas l'oublier dans le débat. Total, cette solidarité, on va en faire encore une grande question
à la fois de cette année électorale, on va en parler certainement, mais déjà du budget de 2020, le prochain budget encadrant, 2020-2027. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour ce budget? La question, elle se pose de façon importante du maintien des instruments de solidarité. Alors, vous avez parlé des fonds sociaux européens, c'est intéressant, important aussi. Fonds de cohésion entre les territoires, parce que l'Union européenne, elle, manifeste sa solidarité en reversant aux territoires les plus pauvres au détriment, disent certains, alors on voit aussi des tensions régionalistes, bien sûr, dans les pays, au détriment, ou en tout cas moins, enfin, elle reverse plus que pour les plus riches, bien sûr, de ces territoires. Donc ça, là, le fonds de cohésion, c'est aussi, est-ce que dans le budget qui augmente très très peu, je crois que vous êtes au courant, on n'arrive pas à dépasser 1% du PIB, et donc on est dans un budget qui stagne, voire en vérité qui baisse, qui a tendance à baisser depuis, avec le Brexit et depuis le Brexit, qui aura eu lieu, normalement. Et puis, il y a aussi une autre solidarité dont on va beaucoup entendre parler lors de cette campagne des européennes, c'est la solidarité. Là, vous avez parlé de situation d'urgence, la solidarité vis-à-vis des migrants, vis-à-vis aussi des réfugiés, vis-à-vis il faut distinguer peut-être les deux termes, mais en tout cas de l'étranger qui est non européen et à qui s'applique par les conventions européennes cette solidarité aussi. D'ailleurs, il y a des fonds évidemment d'aide à l'intégration des immigrés. Ça a été souligné dans le cas de M. Orban qu'il n'utilisait pas ces fonds, que certes il construisait à très grands frais des frontières de barbelés sur sa frontière, mais n'utilisait pas les fonds d'intégration des immigrés. D'ailleurs, il aurait bien du mal, il n'en a pas sur son territoire. Donc voilà, donc il n'avait pas utilisé ces fonds qui n'étaient... Et c'est pour ça qu'on le met aussi en demeure de peut-être rembourser un certain nombre de fonds structurels et notamment des fonds d'intégration. Toute cette solidarité, elle va être bien sûr débattue pour le prochain budget. Il y a un autre type de solidarité qui est la politique, j'insiste parce que c'est un de mes dadas, la politique agricole commune, c'est évidemment la politique communautarisée de l'Union européenne. C'est la politique qu'on fait en commun. Je pense qu'on va voir si elle baisse, comme on nous l'annonce, etc. Mais plus important, on va voir ce que ça donne outre-Manche, parce que les Britanniques n'auront plus l'enveloppe européenne pour aider leurs agriculteurs. Et j'ai fait une longue enquête et une grosse émission là-dessus. Je suis prête à parier que l'enveloppe nationale, bizarrement, ne la remplacera pas à somme égale. Et que, en vérité, leur agriculture est assez mal barrée, si je puis me permettre. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est dans la perspective des élections dont vous avez noté la date en mai prochain, où... J'espère, en ce qui me concerne, qu'on ne va pas parler en effet que de cette problématique de la solidarité ou du social, ou de l'Europe sociale, plus intéressant, sous l'angle du dumping social. Vous avez très justement noté qu'on avait écarté cette fameuse de l'agenda, puisqu'on a réussi à résoudre quand même plus ou moins cette question de la directive des travailleurs détachés, mais on trouvera bien autre chose à mettre sous la dent des électeurs pour les fâcher contre Bruxelles. Ça, je suis bien consciente de ça, ou quelques faits divers sordides aussi, puisqu'on en trouve toujours en effet à l'approche des européennes. Bref, solidarité, subsidiarité, Europe sociale, il faut aussi y penser. Dans ces murs, je crois que vous avez tous vos cartes d'électeurs. C'est plus à l'extérieur où c'est les inscriptions tardives avant le mois de décembre pour aller voter en mai. Mais là, je m'adresse ou peut-être aux plus jeunes au premier rang. Mais voilà, toutes ces choses vont faire l'objet du grand débat, dont on espère qu'il sera à la hauteur et qu'on en saura plus aussi sur les programmes des uns et des autres. Vous savez quand même que la grande énigme pour savoir qui va faire de l'Europe sociale, qui va faire un peu de solidarité et qui saura parler de la subsidiarité de façon un peu plus cohérente, ça va être qui sont nos candidats, nos têtes de liste, etc. À ce stade, on ne sait rien, mais
les grands congrès des partis approchent. Ça devrait être fixé à fin octobre, début novembre pour ce qui est des grands partis. Et vous en saurez plus sur nos chères têtes de liste et leur programme, j'espère, pour vous déterminer aux alentours de décembre. Voilà, merci à vous. Merci à vous, et on sent aussi une grande maîtrise du temps, une sorte d'habitus professionnel pour revenir au concept clé. Alors, je me trouve un peu dans une position délicate, puisqu'en tant que président, bien évidemment, je dois incarner une forme de neutralité, mais qu'en réalité, nos débats, d'une certaine manière, ouverts des histoires quasi familiales, puisque d'un côté, Antoine Vaucher, Guillaume Sacriste et moi-même qui ont été cités, et de l'autre, Frédéric Lordon, François Denord et Laurent Schwartz, nous appartenons tous au même laboratoire. CNRS, et nous appartenons précisément au laboratoire qui a été fondé par Pierre Bourdieu et qui lui-même est un héritier précisément de Marcel Mauss. Alors, vous voyez un peu la situation et l'imbroglio. Alors bon, ça prouve d'une part l'extraordinaire diversité de ce laboratoire et donc par définition sa recherche intellectuelle. Ça montre aussi que l'héritage est décidément une question bien complexe, comme beaucoup précisément ont pu le montrer. Alors je voulais simplement trancher ce débat qui d'une certaine manière l'est un peu en relativisant un point et en donnant là où nous en sommes dans le débat historiographique et non pas simplement sociologique. C'est vrai que le livre de François Denord et Laurent Schwartz a été publié dans une conjoncture donnée, dans une collection en tout cas, dont la vocation est surtout une vocation militante et sur la base d'un travail empirique qui de fait concernait bien davantage la société du Mont Pèlerin que la question de la construction européenne. De certaine manière, il s'est un peu décalé et de fait, je crois que le débat historiographique a assez tranché la chose. Je pense notamment aux travaux admirables de Laurent Varlouzet, qui n'est pas du tout ni du laboratoire, ni dans ce type de controverse sociologique ou philosophique, et qui montre très très bien qu'effectivement, selon en réalité les politiques européennes et selon les conjonctures, il n'y a pas nécessairement de doctrine qui soit traçable, en tout cas jusque dans la fin quasiment des années 1980. Et donc, et plutôt d'ailleurs 90. Et du reste, le meilleur exemple de cela, c'est bien évidemment la politique agricole commune. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Sico Mansolt était un néolibéral convaincu, et surtout cette politique consistait en bon polanien, là encore, à justement sortir l'agriculture des règles du marché, précisément pour permettre son développement, ce qui montre définitivement, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'essence, en l'occurrence libérale, dans le projet de construction européenne, quand bien même les luttes politiques étant les luttes politiques, à la faveur de certaines conjonctures politiques, et donc à partir des années 80, effectivement, cette diversité sectorielle, etc., a pu s'estomper, et ce qui pose un ensemble de problèmes. Bon, j'espère avoir d'une certaine manière remis un peu la balle au centre, si vous me permettez l'expression, sur cette question-là, éminemment complexe, et d'autant plus complexe qu'on en fait un usage dans le débat ordinaire et dans le débat politique qui est véritablement très décalé par rapport précisément aux vérités historiques. Alors, il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir. Vous avez un débat très riche, et puis je vais évidemment donner la parole à la salle. Le premier point, c'est la question précisément de la Cour, sur laquelle je vais revenir rapidement.
l'environnement et de la politique sociale. Parce que là, vous avez marqué un clivage et je pense qu'il est important de le marquer. Alors aussi parce que, scientifiquement, pour tout dire, vous avez eu, au début des années 2000, précisément, une sorte de polémique dans la littérature scientifique internationale, avec d'un côté deux Américains extrêmement connus, Carporazzo et Sidney Tarot, pour ne pas les citer, qui disent, au fond, l'Europe, on en parle mal, parce que regardez, la jurisprudence de la Cour montre que précisément il y a tout un effort pour essayer de limiter le marché par le droit, et il est critiqué par deux collègues, ou ils sont tous les deux critiqués par deux collègues allemands, Hoppner et Schaeffer, pour ne pas les citer, qui dans les papiers de la fondation Max Planck montrent rigoureusement le contraire. Alors une bonne manière de trancher le débat, c'est pas nécessairement de répéter ces thèses, c'est aussi d'avoir une petite discussion sur quels sont vos indicateurs et finalement qu'est-ce que, à partir du moment où votre interprétation diverge, est-ce que vous regardez les mêmes choses, le même type de politique, et est-ce que le débat précisément ou la controverse est une controverse sur le fond ou une controverse sur les indicateurs précisément qui sont utilisés. Et puis, deuxième question, pour lancer un peu le débat transversal aussi. Alors là, j'aimerais non pas revenir sur, d'une certaine manière, j'aimerais pousser, d'une certaine façon, ce qui a été dit. J'ai l'impression, en nous écoutant depuis ce matin, qu'il y a quand même une idée qui pointe avec force, c'est que la mise en œuvre d'un ensemble d'instruments forts, qu'il s'agisse des minima sociaux, qu'il s'agisse d'un salaire minimum, qu'il s'agisse d'une assurance chômage, nous apparaît, en tout cas à plusieurs d'entre nous, comme un élément tangible, à la fois pour assurer cette forme de citoyenneté européenne ou d'institutionnalisation de la solidarité d'un point de vue conceptuel, et puis pour ma part d'un point de vue très politique, je pense que la politique c'est précisément aussi la distribution de biens et de biens politiques et public, et qu'on institutionnalise difficilement un régime ou un système politique sans sa base précisément structurelle qui est la distribution des biens politiques. Donc nos points de vue sont divergents à l'origine, mais ils convergent vers ce point. La question que j'aimerais poser, ou en tout cas une sorte de ligne de suite de la réflexion, c'est à quelles conditions finalement politiques et potentiellement juridiques on peut assister à brève échéance, précisément, à la mise en œuvre de ces instruments. Voilà. Donc on commence peut-être par celle qui est la plus technique. Encore, je ne vous demanderai pas tellement être technique, mais vraiment de résumer votre point de vue et le point de la controverse à partir d'une discussion sur les indicateurs. Ce qui permettra Alors, merci pour ces questions. Si vous permettez, peut-être que je peux revenir sur des points qui m'ont un peu heurté, puisque j'ai été plus ou moins pris à partie sur ma référence à Fritz Scharpf. Alors, je précise que se référer à Fritz Scharpf, ce n'est pas adhérer à toutes ces thèses, d'une part, et d'autre part, je crois que, il a démontré à travers ses travaux sur la différenciation entre intégration négative et intégration positive, que l'essentiel de la logique de la construction du marché avait consisté dans une européanisation négative. J'aurais pu également citer Christian Jürges pour rester en Allemagne et le découplage structurel entre constitution économique et constitution sociale qu'il a identifié. Je pense qu'au-delà ensuite des prises de position politiques, et peu m'importe leur prise de position politique, le diagnostic qu'ils ont établi est juste. Alors, sur la question de la Cour, oui, j'ai une appréciation complètement divergente de celle qui a été proposée par Céline Spector. Nous en parlions d'ailleurs tout à l'heure au déjeuner. Je crois que, si on tient à une construction politique, on ne peut pas faire comme si la politique se résumait à un regard a posteriori, c'est-à-dire de la science politique, sur une jurisprudence. Or, si on dit que la citoyenneté sociale ou l'Europe sociale, c'est finalement ce qui est arrivé par hasard, par effet émergent a posteriori, ça me pose problème. Pour moi, la communauté politique, la citoyenneté, la solidarité suppose, c'est ce que j'essayais de démontrer en me référant à Hayek, une intention, suppose une volonté.
Ce qui a marché au début de la construction européenne, c'est que finalement on voulait faire l'Europe en se passant des Européens. En se passant des Européens. C'était clairement dit. Et ça avait tout son prix au départ. On peut comprendre qu'on ait eu cette idée. Pouvait-on faire autrement? Sauf qu'on arrive à un stade d'intégration où on ne peut plus se passer des Européens. Où finalement laisser une mécanique un peu infernale de mon point de vue, portée par une Cour de justice, gérer des questions qui sont au cœur des compromis sociaux nationaux, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est compatible avec la démocratie. C'est finalement un processus qui semble irréversible, et si la seule modalité de stopper cette irréversibilité, c'est de sortir, et non pas voice, comme dirait Hirschman, ça pose problème. Pour moi, le Brexit, c'est justement le syndrome même d'une communauté politique qui ne marche pas, parce qu'on n'arrive pas à intégrer ce discours dans une fabrique des politiques européennes qu'on délègue finalement à des instances extra-politiques. La Cour de justice, pour moi, elle n'est pas référée, ce n'est pas la question du peuple, c'est la question qu'elle n'est pas référée à une légitimité démocratique authentique. Merci. Je vous demande de préciser également le point de vue. Oui, alors plusieurs éléments. Tout d'abord, concernant la jurisprudence de la Cour, j'ai pas eu le temps, parce que le temps qui nous était imparti est extrêmement court, d'évoquer la question de l'évolution de la jurisprudence. Et je pense qu'en effet, il y a des moments de césure, et notamment, les historiens du droit s'accordent à dire que depuis 2004, et en particulier 2008, il y a eu un infléchissement dans la jurisprudence. Tout le monde cite les arrêts Viking et Laval, je ne vais pas revenir dans le détail sur ces arrêts, mais il est clair qu'il y a eu un infléchissement et que ces arrêts tendent plutôt à être au détriment des salariés, à remettre en question l'adhésion à certaines conventions collectives, voire à remettre en question le droit de grève lui-même. Donc ça, c'est extrêmement grave à mes yeux. Donc c'est pas du tout pour faire une lecture géographique et angéliste de la jurisprudence de la Cour. Il y a un certain nombre de moments, une évolution historique qu'il faut prendre en compte. Donc quels sont mes indicateurs? Ce sont les historiens du droit et ma propre lecture de ces arrêts. Deuxième élément, qu'est-ce que ça signifie une politique démocratique et quel doit être le rôle, entre guillemets, du gouvernement des juges? Je crois qu'on ne va pas trancher cette question, qui est vraiment une question fondamentale sur la nature de la démocratie. Il se trouve que la démocratie américaine, c'en est une quand même. Alors, on peut lui trouver beaucoup de défauts, mais elle a cette instance qui s'appelle la Cour suprême et qui prend des décisions d'une importance décisive pour l'avenir de la nation. On ne va pas avoir l'idée de dire que ça n'est pas une démocratie pour cette raison. Voilà, donc on peut corriger les effets du gouvernement des juges. À mes yeux, c'est nécessaire. Et je vous accorde tout à fait que ça ne peut pas être une légitimité démocratique par elle-même. Mais néanmoins, je ne pense pas que ce soit une entrave fondamentale à la démocratie. Voilà les deux points sur lesquels je voulais insister. Tant qu'on pourrait arguer que la Cour de justice se base sur des textes européens, précisément on parlait de la Charte des droits fondamentaux, c'est un des grands textes à partir desquels elle rend. Alors, je suis un peu d'accord avec la frustration quand même de mon voisin. Je comprends qu'on est dans un processus de judiciarisation pour réussir à avoir l'Europe qu'on voudrait, en fait, et que c'est pas intellectuellement satisfaisant totalement. Et en même temps, c'est mon seul en même temps de la journée. Si on pense plus concrètement à ce qui se passe, par exemple, l'incapacité à cause de la majorité absolue, c'est une grande machine maintenant à 28 l'Union européenne. Il ne faut pas oublier quand même cette donnée de déclencher par exemple un article 7 et l'idée que la Commission est en train de se retourner pour justement sanctionner néanmoins les États vers le judiciaire et en la mettant hors jeu par le judiciaire, par les sanctions, par etc. Parce qu'en effet, il y a quand même on sent bien que c'est vous avez parlé de cette structure qu'elle bloque par ailleurs, et puis qu'on a cette règle qui est très rare dans nos démocraties de l'unanimité, qui est très bloqueuse. Voilà, je comprends vos frustrations et en même temps, c'est un peu aussi une machine à débloquer. Ulrike, un mot, et puis après je vous propose, on passera directement aux questions, on oubliera ma deuxième question, et on passera directement aux questions de la salle, pour vous permettre et deux questions seulement, pour permettre un dernier tour de table. 3 pensées. La première, je pense qu'il est temps d'arrêter de parler justement les Allemands, les Français, et ainsi de suite, parce que je trouve que en tant que contemporain, on est en train de vivre probablement pour la première fois une expérience européenne
où la politisation est plus importante que l'origine nationale. C'est-à-dire que moi, je suis allemande, je ne suis pas Pegida, et je me sens plus proche des gens qui votent pour le PiS en Pologne que je me sens proche des gens Pegida en Allemagne. Voilà, et je vous fais tout argument que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que justement la question européenne, voire la question de la solidarité européenne, coupe les nations en deux. Vous coupez en deux, Macron, Marine Le Pen, elle coupe l'Italie en deux, elle coupe l'Allemagne en deux, le Brexit est coupé en deux. Voilà, donc on est en train d'être coupé en deux à travers la question européenne, à travers la question de la solidarité européenne, je trouve que c'est important. Deuxième pensée, parce qu'on a beaucoup parlé de la démocratie, le gros mot, de la démocratie européenne, les citoyens et tout. Si on veut faire une méta-analyse, pourquoi on a achevé les grands projets européens, c'est-à-dire le marché et la monnaie, mais on est en train de se heurter à la question de la démocratie européenne, on peut, et je ne veux pas que ça soit compris cynique ni fataliste, mais on peut quand même faire en tant que méta-analyse que les deux projets qu'on a achevés, le marché et la monnaie, avaient ce qu'on appelle strong economic drivers. Il y avait des acteurs, notabene les industries et les banques, qui avaient un très fort intérêt de faire ça, le marché et la monnaie. Ils l'ont fait parce qu'ils ont un accès asymétrique au pouvoir, ils l'ont voulu, ils ont eu un gain, et c'est pour ça que c'est passé. Donc aujourd'hui, on peut faire la même analyse que justement les acteurs qui avaient un très grand intérêt à avoir le marché et la monnaie n'ont pas intérêt à avoir une démocratie européenne parce qu'une démocratie européenne, ça coûte la solidarité. Et European Unemployment Scheme, ça coûte. Donc on ne peut pas faire un discours genre aller avec les gens et dire l'Europe c'est bon, on profite, comme on a fait avec le marché et la monnaie. Du coup, on devrait dire, ce qui n'est pas possible politiquement, de dire allez, on fait l'Europe, mais attention, ça coûte. Voilà, deuxième point. Et la troisième point, et là je pense que j'ai un petit accrochage gentiment avec vous, parce que je pense que quand vous dites citoyenneté sociale européenne et vous terminez sur appliquer, imposer et tout, je pense que justement ça ne fonctionne plus. Et pourquoi ça ne fonctionne plus? Parce que justement une monnaie est déjà un contrat social. Donc qui dit économique dit social. Et ça veut dire que je ne peux pas imaginer une citoyenneté européenne que sociale, parce que la citoyenneté est un tout. La citoyenneté en tant que citoyenneté est un tout parce qu'elle veut dire l'égalité devant la loi. Ça veut dire que les citoyens sont égaux quand ils votent, quand ils ont leur taxation. No taxation without representation is the condition for democracy. Voilà. Et donc, égalité des gens devant la loi, plus no taxation without representation sont les deux choses que justement on n'a pas dans l'Union européenne aujourd'hui. Ni on a égalité des citoyens, no don't we have no taxation without representation. Voilà. Et je trouve... Est-ce que d'ailleurs, justement, j'avais envie de vous poser la question à la suite de votre intervention. Est-ce que du coup, vous suggérez une sécurité européenne, mais pourquoi pas aussi un budget européen prélevé directement Exactement, ce que je voulais dire, et c'est ça le point clé, c'est qu'on ne peut pas raisonner des trucs sociaux qui seront faits là-haut en Europe si cette Europe n'est pas légitime. C'est ça le problème. Parce qu'on n'aura pas un moyen de le voter, ni on aura un budget. Donc, c'est pour ça que je suis convaincue que tout le système maintenant est en train de se mettre à plat parce que on est en train d'expérimenter, ou alors on le réétablit, mais si on l'établit, ça passera pas par une autre catalogue des trucs sociaux à réclamer et peut-être on les fait, ça passera par reconstituer la base légitime et de légitimité de la démocratie européenne d'abord, parce que uniquement quand on aura ça, on aura un budget, uniquement quand on aura ça, on aura un parlement qui saura voter d'une solidarité, parce qu'après tout, le social, ça coûte. Et donc, en fait... imposable, voilà. Donc, the state can tax, c'est aussi la troisième condition. Donc, si j'ai les trois vœux pour l'Europe de demain, c'est déjà qu'on commencerait à avoir un registre électoral de A à Z de tous les citoyens européens. Parce qu'on est tous comptés en IBAN numbers, mais on n'est pas comptés de A à Z dans un registre électoral, et c'est Rosan Valland tout craché. Le sacre du citoyen, ça commence avec élection générale, secret, ainsi de suite. Deuxièmement, il faudrait justement avoir
avoir un numéro de sécu égal, mais du coup, pour l'avoir, on ne peut pas faire une réglementation européenne et après dire on va comment vous appliquer, imposer et tout, parce qu'on devrait commencer à reconstituer la base démocratique, voire légitime, d'un Parlement différemment conçu, et là, on pourrait avoir tout, c'est-à-dire un budget, le ministre des Finances que Macron veut, et ainsi de suite. Mais il m'est cher d'argumenter que si on ne raisonne pas dans la reconstitution de la base démocratique, on aura finalement, au bout du terme, on n'aura rien. Hein. Bon, je vous remercie. Je vais être obligé de renoncer à mes promesses, parce que je vous avais promis des questions. S'il n'y en a qu'une, éventuellement très rapidement, voilà, vous étiez la première, madame, et puis vraiment, vous avez un mot pour conclure, parce que nous sommes déjà hors délai. Vous laissez parler. Ok, merci. Je vous remercie. Je ne partage pas complètement votre point de vue sur le premier point, parce que quand même la stratégie de Lisbonne et la méthode ouverte de coordination, ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important, dont on a bien vu les limites. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Vous avez chacun un mot pour conclure. Voilà. Donc, par ordre d'apparition. Alors, simplement pour poursuivre sur la question de la connexion entre cette Europe sociale et la démocratie, je rejoins ce que vous disiez sur l'idée que la citoyenneté est nécessairement un statut global, qu'on ne peut pas le tronçonner en se disant que le morceau social pourra suffire et qu'il adviendra comme il adviendra, qu'ensuite on pourra y ajouter un autre morceau qui serait démocratique, etc. Simplement, sur la comparaison avec les États-Unis, puisqu'elle a été prise à l'instant, il y a tout de même une grosse différence. Le juriste que je suis ne peut pas ne pas réagir, c'est qu'il existe une constitution des États-Unis, que la Cour suprême a été fondée par la Constitution des États-Unis et qu'elle rend des décisions sur la base de cette Constitution. Autant que je puisse regarder, je ne vois pas de constitution européenne, même s'il existe fonctionnellement des textes de valeur constitutionnelle. Donc la question n'est pas celui du peuple. Là, en raisonnant en juriste, il n'existe pas de constitution européenne qui légitimerait démocratiquement la Cour de justice de l'Union à prendre les décisions qu'elle prend. Voilà. Je dirais la même chose. Oui. Il faut une constitution et puis parce que la question c'est pas une question d'application. C'est ce que je voulais dire. L'essence que ce que je veux dire c'est que les lois ça s'applique pas, les lois ça se vote. Et donc si on veut voter des lois qui gèrent la solidarité européenne sur la base d'égalité des citoyens, il faudra un Parlement qui a division des pouvoirs qu'on n'a pas aujourd'hui et du coup qui aura une droit de taxation, un droit de budget comme tous les parlements du monde, et donc il faut reconcevoir les bases légitimes
et de démocratie de l'Europe, donc faire une constitution. Mais je me heurte justement à ce vocabulaire comme s'il y avait quelque chose de l'Europe là-haut et il faut les appliquer parce que les citoyens, c'est le souverain, donc nous, on vote les lois, on ne les applique pas. Et donc, c'est pour ça, je ne suis pas béaba sur Macron, mais j'ai bien aimé que dans ces 4 discours, il a changé de vocabulaire. L'intégration européenne, vous lisez aucune fois, il a parlé démocratie européenne, souveraineté européenne, unité européenne. Et ça, il est décliné. Et je trouve que c'est sémantiquement très, très important de parler de souveraineté européenne qui ne peut que résiduer sur les épaules de nous en tant que citoyens, indépendamment de notre origine, vous êtes française ou rhénane ou bretonne ou je ne sais pas quoi, ça ne nous évitera pas d'être égal devant la loi à terme. Et c'est ça le raisonnement d'une refonte de la légitimité de l'Union européenne. Ok, merci. Alors juste très rapidement, je suis entièrement d'accord, alors je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il ne faut absolument pas séparer les questions de justice et de démocratie et que la question de la légitimité démocratique est en un sens un préalable. Ce qui me paraît plus difficile, c'est de donner, pour des raisons purement réalistes et pragmatiques, de donner à l'hypothèse d'un Parlement de la zone euro elle-même tout son poids. Et parce que tout simplement, il me semble difficile d'imaginer 2 parlements. L'hypothèse qu'il y ait une suppression du Parlement de Strasbourg tel qu'il existe actuellement me paraît irréaliste et donc l'institution d'un second Parlement me paraît peu probable. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle. Mais sur le fond, je partage la nécessité d'un Parlement de la zone euro. Juste pour finir sur cette question, après tout, je vous invite à la prendre à bras-le-corps, tout simplement. L'Europe sociale, elle passe aussi par l'engagement de ses citoyens. C'est vrai que il y a la possibilité, d'ailleurs, dans le traité d'une initiative citoyenne avec 1 million de signatures, etc., qui a été peu usitée, qui a été refusée plusieurs fois par la Commission européenne, ce qui n'est pas très malin de sa part, mais quand ils auront fini de parler de changement d'heure, ils s'intéresseront aussi à ces initiatives citoyennes, j'en suis certaine. Je crois que c'est arrivé au cerveau l'importance quand même d'écouter davantage. Demander aussi peut-être l'initiative des lois au Parlement européen. On oublie quand même que quand on parle de démocratisation, d'Europe sociale, par quel biais elle peut être promue, il y a quand même un déficit dans la construction européenne, c'est que le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois, alors que pourtant il a plein de bonnes idées très souvent. Et puis peut-être terminer sur le sentiment européen. Dans les statistiques, il est en train de monter plutôt. Ce qu'on parlait de citoyens européens, de sentiment d'appartenance à l'Europe, eh bien il est plutôt en train de monter, et ce à la faveur du Brexit, parce que finalement le test, ça va être quand même peut-être le crash test, je ne veux pas donner de mauvaises nouvelles, du 29 mars 2019, où on verra si la Grande-Bretagne sociale se porte mieux après un Brexit peut-être chaotique. Ça sera un très bon test pour les autres Européens. Et puis donc, vous en tirez vos conclusions pour mai 2019. Voilà, merci beaucoup. Nous avons 5 minutes d'écart. Désolé pour les intervenants qui suivent.